Pierre Aubert. On s'était déjà rencontrés il y a quelques mois autour d'un rapport demandé par le Premier ministre français sur la question des territoires, de leur transformation, de leur dynamisation, de leur développement. Vous avez travaillé d'ailleurs tout au long de votre vie sur cette question de l'innovation dans les territoires. Vous avez participé à plusieurs des grandes transformations françaises. Nous avions à l'époque évoqué ces différentes étapes de votre vie. Et puis, plus récemment, je vous ai retrouvé dans un autre groupe de travail, de recherche, alors qu'il n'avait été demandé par personne, là, mais avec deux de vos collègues que j'apprécie énormément, Patrick Vivray et Philippe Lemoine. Et on s'est retrouvés à une dizaine pour travailler de manière très cachée, underground, tout en voulant être un jour mis en lumière, mais en se demandant de quelle manière et si c'était valable, sur un concept qui est cher d'ailleurs à Edgar Morin, qui est la métamorphose. Alors, la métamorphose de la chenille en papillon. Bon, la métamorphose, ce qui veut dire quoi? C'est en fait, métamorphose, c'est changer de forme, mais pas simplement changer, c'est passer d'un état à un autre. Alors, pourquoi ce groupe de recherche sur la métamorphose? C'est pas exactement un groupe de recherche, mais c'est... De réflexion. De réflexion et d'action. Et d'action, oui. Mais vous avez eu raison de rappeler que dans quel dispositif on a discuté déjà, notamment de l'aspect régional ou territorial, parce qu'en fait, c'était lié déjà à ce qui me préoccupe depuis des décennies, on va dire, c'est les transformations de nos sociétés, de nos économies. Et de, vous avez été confronté très concrètement à ça. Contexte de vie sociale, oui, je ne vais pas passer sur mon histoire. Même ici, dans la sidérurgie, vous êtes... Je me suis occupé de la sidérurgie, de bien des secteurs économiques, notamment dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais. Mais ce n'est pas pour parler de cette histoire, mais c'est simplement pour faire référence à ce qui a été le centre de mes préoccupations, mais d'un point de vue très pratique. C'est en ce sens que je résister à la notion de groupe de réflexion, parce que ce qui m'intéresse, c'est un groupe de réflexion pratique, c'est recherche-action. Sur l'action. Ben, j'ai une expression qui est dit, on dit souvent penser pour agir. Moi, j'inverse les termes, agir pour penser, penser pour agir. Parce que je crois que l'homme ne peut réfléchir que si en même temps il transforme le monde. Et donc, c'est un point clé. Et c'est en ce sens que je me suis attaché à suivre ces transformations et m'apercevoir peu à peu que souvent on ne voyait qu'un aspect, qu'une partie émergée, si je puis dire, des transformations qui étaient en cours et qu'on était un peu aveugle, voire en tout cas myope vis-à-vis des réalités. Donc j'ai développé d'abord ce concept de mutation économique et sociale de façon à pouvoir éclairer un peu mieux ce que je voyais comme transformation, par exemple la sidérurgie que vous avez cité, et bien d'autres secteurs, l'automobile, pour en citer un autre que j'ai suivi de près, la défense. Mais pour analyser un peu mieux quels étaient, si je puis dire, les facteurs de ces transformations et quelles étaient aussi la profondeur de ces transformations. Et c'est en ce sens que de mutation et d'approche tout à fait pratique et en même temps que conceptuelle, je suis arrivé à l'idée qu'on était dans une transformation qui était beaucoup plus systémique, beaucoup plus globale, avec des interférences multiples, qui m'a amené à transformer, si je puis dire, mon appréciation des mutations en interrogation vis-à-vis de la métamorphose. Alors sans doute, il faut peut-être pas parler au singulier, il y a sans doute plusieurs métamorphoses en route, qu'elle a des aspects très locaux et des aspects beaucoup plus globaux. Mais
c'est à l'évidence, en tout cas, quelque chose qui nous amène à penser le monde différemment. Et donc à penser notre position dans le monde différemment. Et dans cette approche de la métamorphose, je mets tout le monde dans la métamorphose, y compris l'individu lui-même. Il y a des travaux récents d'Alain de Vulpian qui montrent que on vit aussi des transformations anthropologiques, si je puis dire, et pas seulement des transformations économiques et sociales. Bon, c'est une hypothèse. Et autour de cette hypothèse, j'ai proposé à quelques amis de se retrouver, en particulier à deux amis que j'ai, avec lesquels on a fait un chemin, souvent parallèle d'ailleurs, pas forcément ensemble, qui était Philippe Lemoine, que vous avez cité, lui-même entrepreneur, mais beaucoup dans le numérique, donc qui voyait des transformations tout à fait importantes dans le numérique. Qui avait d'ailleurs Philippe Lemoine qui a été aussi un rapport aussi. Et puis Patrick, à la demande Patrick Vivray, qui avait fait des travaux tout à fait importants sur justement notre appréciation de la richesse. La fameuse richesse des nations. Comme ça, on s'interroge beaucoup plus sur comment comptabiliser ça, qu'est-ce qu'elle est vraiment la richesse ou le bonheur brut, si je puis dire, au lieu du... Oui, une des questions que posait Vivray, c'était la question, est-ce qu'il ne faut pas réduire, enfin c'est un peu une sorte de critique de la pensée réductionniste, de croire que la richesse c'est simplement l'argent. Il y a beaucoup d'autres richesses que l'argent. J'en viens vite au fait, puisque c'est comme ça. Donc ça nous a amené à nous dire pourquoi pas travailler un peu ensemble sur ces notions. Vous voyez bien qu'on n'est pas seulement des chercheurs, on est d'abord des gens qui ont eu toute une expérience pratique. Patrick Vivray est engagé dans des tas de mouvements citoyens et dans des tas de mouvements d'innovation sociale. Philippe dans les tas d'innovation et moi-même dans ce processus-là. Donc on s'est dit, et du coup, nos réflexions avec des personnes comme vous et d'autres, en essayant justement d'apprécier la constitution de ce mouvement à partir de gens très différents, au fond. Il ne faut surtout pas spécialiser dans les intellectuels ou les catégories sociales, avec trois termes que Philippe Lemoine avait avancés, je trouve très, très beau à rappeler, bienveillance, intergénération, et tout entier. C'est-à-dire, et vous verrez que ça me paraît extrêmement important comme approche. Intergénérationnel, c'est-à-dire des gens de tout âge, oui, parce interdisciplinaires, et tout entier, que ça soit eux qui soient là, et ils n'aient pas représenté quelqu'un d'autre. Bienveillant, c'est pas seulement interdisciplinaire, c'est pas seulement des juxtapositions, c'est la volonté d'écouter et d'entendre et de se transformer les uns par les autres. Bon, donc cette idée-là nous a amené à parler plutôt maintenant de chemin de la métamorphose. De ce point de vue-là, faut avouer et reconnaître avec tout à fait intérêt qu'on est tous les trois très proches de la pensée d'Edgar Morin, qui est d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle La Voix. La Voix. Donc on n'est pas à ce point de vue-là. Et c'est très bien qu'on chemine, si je puis dire, dans cette chemin faisant. Et Edgar Morin, on peut dire, c'est le penseur occidental qui a l'ambition d'écrire 3000 ans après ou 4000 ans après la voix de Lao Tse. En tout cas, la voix, en tout cas, oui, nous on était plus modestes, on a parlé des chemins, des chemins. Et donc, ce qui est important, et là j'ai fait une trop longue digression sur la métamorphose, enfin, l'approche qu'on a de la métamorphose, c'est justement d'aboutir à l'action. Au fond, qu'est-ce qu'on fait dans cette métamorphose? Est-ce qu'on l'a subie? Est-ce qu'on la vit? Avec ses côtés qui peuvent être pas du tout forcément heureux. La métamorphose, je n'ai pas mis de morale là-dedans. C'est un mouvement, et ce mouvement peut aboutir à la catastrophe, comme au bonheur, comme à l'Éden. Et donc, le monde est menacé de cette métamorphose. On peut avoir la métamorphose de Kafka et la métamorphose du papillon, mais on peut avoir les deux, et là-dedans, nous ne sommes pas innocents. Dans la possibilité, en tout cas, c'est l'hypothèse que l'on fait. On pourrait avoir une vision mécaniste de la métamorphose, c'est pas la nôtre, bien sûr.
Et cette vision beaucoup plus ouverte de la métamorphose, de cette totalisation en cours qui se joue, et celle qui permet aussi, selon nous, l'action et l'intervention. D'où la nécessité d'inventer les chemins pour la sortir dans le bon sens, ce qui n'est pas gagné. Alors je pense que ça nous donne un très bon teasing pour la prochaine vidéo. Et nous allons rentrer dans la seconde vidéo sur la question, au fond, quelles sont les grandes caractéristiques de cette métamorphose, ou est-ce que vous voyez un horizon? Est-ce que la chenille voit un papillon ou pour l'instant rien? On va voir.